buvera dehors ou s'il y a un bar. Mais j'ai pas vu de bar. C'est pour étudier. On peut aller dans le camp à côté. Voilà. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à nous suivre sur Facebook, Twitter. Donc tous les tweets sont les bienvenus, hein, bien entendu, donc n'hésitez pas. Alors il y a un groupe de rebelles en haut, c'est ça? Vous vouliez absolument être... Ah, il y a la caméra. Non, pardon, ok. Autant pour moi. Donc, on va là ce soir. Donc, on va essayer d'aller assez vite en fait, justement pour aller très rapidement aux questions-réponses, parce que généralement, ça fait 5 fois qu'on va justement faire des conférences en région, et à chaque fois, il y a beaucoup de questions-réponses. Donc, on va essayer d'être précis, concis, et d'arriver à cette étape le plus rapidement possible. Merci Timothée. Donc, la primaire.org, comment ça a commencé? Donc, juste pour vous remettre un petit peu l'historique. Donc, en fait, c'est David et moi. Donc, David, brillant avocat parisien. Et moi, donc, je suis ingénieur. Donc, moi, j'avais une société avant, une start-up. Et en octobre 2014, s'est cassé la gueule. Et après ça, on a réfléchi, et notamment quel était le projet le plus impactant sur lequel on pourrait travailler. Et très rapidement, donc moi j'ai toujours été passionné de politique, sauf que je me suis jamais reconnu dans les partis politiques. Donc la question c'était comment je peux prendre mes compétences et mettre à profit mes compétences pour essayer de changer les choses sur la scène politique française. Et donc j'ai pas mal brainstormé. Très rapidement, je suis allé voir David. Donc David, en fait, c'était l'avocat sur ma dernière société. Donc on se connaît depuis 5 ans. Et en fait, la question, très rapidement, on est arrivé à brainstormer autour d'une question centrale qui était d'où vient en fait la frustration électorale qu'on ressent tous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voter, on a la boule au ventre, on vote par devoir parce que c'est un droit qu'on a, donc il faut le faire, mais l'impact de notre vote, on se pose toujours la question, mais quel est l'impact? Et en fait, en réfléchissant, on se dit, mais c'est pas normal, pourquoi on est frustré électoralement? Parce que pourtant, le spectre, je dirais, politique, si on veut voter à droite, il y a de la droite, il y a du centre, il y a du vert, il y a de la gauche, l'extrême droite. Mais en fait, on s'est dit, le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils appartiennent en fait à un parti politique. Et le problème, c'est que les partis politiques, donc ça c'est l'étude du CELIPA, d'ailleurs, il faudrait que je la mette à jour, c'est plus 91%, mais c'est 87%, ça reste assez élevé. Donc 87% des Français aujourd'hui n'ont plus confiance dans les partis politiques. Et le problème, c'est que les partis politiques aujourd'hui, c'est eux qui ont le monopole sur la désignation des candidats aux élections. Et pourquoi en fait on n'a plus confiance dans les partis politiques? C'est tout simplement parce qu'ils ne nous représentent plus. Pourquoi ils ne nous représentent plus? C'est assez simple. Vous prenez le nombre d'adhérents total des partis politiques, donc vous prenez le FN, alors les 3 plus gros, voilà, ça va être les Républicains, le PS, le FN. Vous additionnez tous les adhérents de ces partis, vous êtes à 365 000 personnes. 365 000 personnes, c'est 0,5% de la population. Et donc si on l'exprime en nombre de votants, c'est moins de 1% des électeurs aujourd'hui en France qui désignent les candidats sur lesquels les 99% autres sont priés de s'exprimer. Et donc la frustration électorale, elle vient de là. Et à partir du moment où on a fait ce constat, on s'est dit non mais ça c'est pas normal. On s'est dit bon, comment on change ça? Et donc pour changer ça, on s'est dit on va inventer un processus pour venir contester le monopole des partis politiques sur la désignation des candidats aux élections. Et donc ce processus, c'est la primaire.org. Donc c'est une primaire, mais c'est une primaire un peu spéciale, parce que c'est une primaire qui est démocratique, et alors on dit ouverte ou omnipartisane. Donc démocratique, ça veut dire quoi? Démocratique, ça veut dire que tout le monde peut être candidat. Il n'y a pas, David expliquera après comment les règles de la primaire, mais il n'y a pas de sélection a priori sur qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. Le deuxième point très important, c'est qu'elle est omnipartisane. Omnipartisane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une primaire qui est ouverte à toutes les idées. Donc, à partir du moment où le candidat respecte la loi, il a le droit de se présenter. On ne va pas forcer en disant si tu es candidat, alors tu dois être d'accord avec telle ou telle mesure. Non, c'est ouvert à toutes les idées. La contrepartie de ça, c'est que tous les organisateurs, donc David, moi et les bénévoles qui travaillent avec nous sur l'organisation,
Nous, on n'a pas le droit d'être candidat. On a un devoir de neutralité et on n'a pas le droit d'être candidat. Laprimaire.org, donc c'est pas un parti politique. On dit souvent, notre gros slogan, c'est de dire on est un outil, on n'est pas un parti. Tout simplement parce qu'on ne défend pas de programme. C'est porté par une association, donc une association loi 1901. Cette association, elle est gérée de manière bénévole par David et moi, donc on n'est pas du tout rémunéré par l'association. On a fait ça aussi parce que, comme dit, personne ne nous connaît. Hein, voilà, nous on se connaît, mais personne ne nous connaît. Donc, on a trouvé extrêmement important d'avoir une démarche qui soit pure du début jusqu'à la fin. Et donc, pour cela, je dirais que les Français aient confiance dans notre démarche, et bien, la première chose qu'il fallait faire, c'est, sortir le problème de l'argent. On n'est pas rémunéré par Laprimaire.org, on n'a pas d'intérêt à Laprimaire.org. Vous pourrez revenir pendant les questions, poser tout ce que vous voulez. 2, on a voulu être transparent. La transparence à tous les niveaux. Donc déjà, notre tableau de bord, donc, ça c'est notre tableau de bord, on regarde tous les jours sur voilà, le nombre d'inscrits sur Laprimaire.org. Vous voyez en bas, c'est le nombre de nouveaux inscrits par jour. Donc le total d'inscrits, followers, le nombre de nouveaux inscrits par semaine, le nombre de nouveaux inscrits par mois. Ça, c'est l'objectif de la semaine. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, donc il n'est pas à jour. Et à droite, c'est le crowdfunding, où on en est dans notre campagne de dons. Donc ça, c'est disponible en ligne. Vous allez sur laprimaire.org/transparence. Vous trouvez ça. On va plus loin. On va aussi, à partir du moment où on sollicite les dons des gens, on pense que c'est normal de rendre des comptes et que toutes nos dépenses soient transparentes et mises en ligne. Donc chacune des dépenses de l'association est mise en ligne. Donc là, vous pouvez voir, la salle ce soir nous a coûté, donc 0 parce que c'était gratuit, mais voilà, communication, TGV, enfin vous pouvez retrouver toutes nos dépenses. Nos règles de dépenses aussi, c'est-à-dire que si vous allez sur, pareil, laprimaire.org/transparence, vous verrez, voilà, les règles de dépenses, typiquement, quand on se boit une bière avec David pour discuter de Laprimaire.org, c'est pas Laprimaire qui paye. Tout ce que vous voyez là, café, repas, etc., c'est quand il y a un externe. S'il y a quelqu'un, on va aller voir les sondeurs, on va aller voir des journalistes, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est pris en charge par Laprimaire. Mais quand c'est nous, ou quand c'est entre bénévoles, c'est pas pris en charge par l'association. Pareil, pas de taxi à Paris, seconde classe uniquement, enfin tout ça, vous les retrouvez sur le site. De la même manière, là on vient de sortir, quand on a passé la barre des 10 000, où sont tous les inscrits en fait, de Laprimaire.org. Vous voyez, il y en a vraiment partout, donc les Français sont partout, c'est très bien. On a fait un petit zoom sur l'île. Donc, sur l'île, alors les points, un point c'est une ville. Donc c'est pas un point, un inscrit, c'est un point, une ville, parce que sinon il y en avait beaucoup. Et donc là, j'ai cliqué sur l'île. Donc sur l'île, voilà, donc il y a 125 supporters. Donc sur une population de 227 000 personnes, ça veut dire qu'aujourd'hui sur l'île, il y a 0,05% de la population de l'île qui est inscrite. Ça laisse une marge de progression appréciable. Et on vous expliquera à la fin comment on va faire pour augmenter ce chiffre. Voilà. Alors, à partir de là, David va prendre la parole après pour vous expliquer donc, les règles de la primaire. Mais tout de suite, en fait, on va vous faire une petite démo. C'est pas encore l'application, la primaire n'est pas encore ouverte. Pour l'instant, c'est juste des préinscriptions. Mais on a déjà, donc on travaille d'arrache-pied sur la technologie. On va vous faire une démo pour vous montrer un peu comment ça va marcher. Donc, il n'y aura pas de son. Donc je ne vais pas chanter pour pallier. Voilà, ça a la forme d'une app, mais ce sera disponible sur le web et sur toutes les plateformes. En fait, la question qu'on s'est posée, je vais vous laisser regarder, puis après je commence, comme ça je ne vais pas vous distraire pendant l'application. Donc ça c'est au début, voilà, vous venez de télécharger l'application, c'est ce que vous voyez. Voilà, vous cliquez sur je participe. Mon téléphone. Un SMS arrive, il est automatiquement reconnu, et vous arrivez dans l'application. Et là, en fait, cette application, c'est comme du chat, c'est comme WhatsApp, c'est comme Facebook Messenger ou un chat par texto. Vous parlez, en fait, à Victoire. Donc, Victoire de la primaire, c'est elle qui va vous guider sur comment participer à la primaire. Voilà, donc là, vous cliquez sur proposer un candidat. Donc, Victoire vous demande qui souhaitez-vous proposer, vous rentrez un nom. Donc là, ça peut être n'importe qui. Victoire, hop, trifouille. Elle va chercher la photo du candidat qu'elle pense que vous suggérez. Vous dites oui, non.
Voilà, oui. Voilà, c'est une toute petite démo, mais c'est pour vous montrer en fait comment ça va se passer. Et l'idée derrière ça, c'était quoi? C'était qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose de très simple. Et donc on s'est dit, aujourd'hui, quasiment tout le monde sait envoyer des textes, que ce soit par SMS, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Facebook Messenger, par whatever. Et donc on s'est dit, si on arrive et que pour participer à la primaire, les gens ont juste besoin de dialoguer en fait avec quelqu'un qui va guider en fait le citoyen dans ses actions, et ben ça va être très simple. Et donc voilà, on a fait quelques tests avec cette technologie et effectivement, c'est la prise en main est extrêmement rapide. Voilà, je vais laisser David vous expliquer un peu plus en détail comment la primaire va fonctionner. L'objectif premier de la primaire, c'est de replacer le citoyen, de vous replacer, de nous replacer au centre de la démocratie, qui depuis trop longtemps en France est confisquée par les partis politiques. Donc le premier niveau d'objectif, c'est tout simplement de réimpliquer les citoyens dans la politique. Aujourd'hui, le premier parti de France, c'est l'abstention, plus de 50%. Donc c'est demander aux gens de venir revoter, de recoller leur carte d'électeur, sinon déchirée, de s'inscrire sur des listes électorales, etc. C'est vraiment le premier objectif, réimpliquer les citoyens. Le deuxième objectif, c'est de faire émerger des nouveaux talents. On ne parle pas de remplacement total de la classe politique, etc. On dit aujourd'hui, il ne faut pas nécessairement être un professionnel de la politique pour gouverner, diriger, députer, etc. Faisons émerger des nouveaux talents issus de la société civile. Troisième objectif, si vous avez réimpliqué les citoyens, que vous avez fait émerger des nouvelles personnes, des nouveaux talents, vous renouez la confiance. Alors, la primaire va se dérouler tout au cours de 2016 en 4 étapes principales. Alors, on voulait sortir le début de la primaire plutôt mi-février, ça va être un peu plus tard. Vous voyez, on est transparent, ça va être plutôt fin février ou début mars. Pour des contraintes techniques, là, l'appli est en bêta, donc on préfère sortir un produit vraiment nickel que de sortir quelque chose de presque bien. Première phase qui va donc débuter on va dire mars et qui va se dérouler jusqu'en juin. C'est la phase d'identification des candidats. Donc là, vous avez 2 cas de figure. Vous êtes candidat et vous allez devoir chercher des soutiens. Deuxième cas de figure, vous n'avez aucune velléité personnelle de vous présenter à l'élection. En revanche, vous connaissez autour de vous des personnes qui feraient un bon candidat, ou alors vous connaissez, pas directement quelqu'un, mais un politique ou un entrepreneur ou un scientifique qui ferait un bon candidat selon vous. Et cette personne va être proposée par les citoyens. Et dans les 2 cas de figure, les personnes devront recueillir 500 soutiens. Donc on parle des 500 soutiens, on ne parle pas des parrainages pour enregistrer les candidatures à la fin, on parle simplement 500 soutiens, donc c'est vos réseaux, vos amis, etc. C'est à vous d'aller chercher vos soutiens. 500, c'est à la fois symbolique par rapport au parrainage, c'est suffisamment élevé pour limiter, pas éliminer, mais limiter les candidatures fantaisistes, et c'est suffisamment bas pour permettre à toute personne qui est suffisamment motivé d'y arriver. Parce que de toute façon, si vous ne réussissez pas à avoir 500 soutiens, j'ai des doutes sur le fait que vous puissiez être président de la République. On est en juin, on a une liste de candidats arrêtés, donc des candidats qui ont été proposés, qui ont accepté finalement de participer, des candidats qui ont obtenu leurs 500 soutiens. On pense que beaucoup de candidats qui vont émerger, ce sont des candidats thématiques. Sur l'écologie, la justice ou autre, parce que le process fait qu'il y a beaucoup de candidats qui vont y aller seuls sur la thématique. Donc on va faire une phase à partir de juillet jusqu'à septembre à peu près. On va créer des conditions pour que les candidats se rencontrent. L'idée, c'est de suggérer, de proposer, on n'impose rien encore une fois, qu'ils se rencontrent, qu'ils s'agrègent, qu'ils créent des équipes. Et comme ce n'est pas que la primaire des candidats, c'est la primaire des citoyens, c'est aussi une phase pendant laquelle les citoyens vont pouvoir interagir avec les candidats. C'est-à-dire qu'ils vont les solliciter, les aider à finaliser leur programme. Donc, effectivement, celui qui part
d'une feuille blanche, il va avoir beaucoup de mal. Celui qui a déjà un programme plutôt bien réfléchi, plutôt bien construit, il va se servir des citoyens pour finaliser, peaufiner son programme et surtout, grâce aux échanges qu'il aura avec les autres candidats, peut-être étoffer son programme. Donc, après, les candidats sont libres, c'est-à-dire s'il est sur une thématique précise et veut y aller seul sur cette thématique, il pourra y aller. Après, il aura des trous partout dans son programme. Voilà. Donc nous, on crée les conditions, mais on n'impose rien. Donc c'est cette deuxième phase qui se déroule courant l'été, donc à peu près 90 jours. Deux hypothèses. On est en septembre, soit le nombre de candidats est réduit à peu près une dizaine, et on passera à une phase de débat ou une phase de vote. Deuxième hypothèse, on a encore, imaginons, 50 candidats, 100 candidats. Vous ne pouvez pas demander aux Français de se prononcer sur 50 candidats. Donc on intègre une phase de présélection. Comment ça marche? Une distribution aléatoire des candidats auprès de tous les inscrits de la plateforme. Concrètement, on va faire des lots, des pools de candidats. Par exemple, 10 candidats, qui vont être dispatchés de manière aléatoire sur tous les inscrits de la plateforme. Je suis candidat, je suis sûr d'être vu le même nombre de fois que chacun des autres candidats auprès de tous les inscrits de la plateforme. Je suis citoyen, je vais recevoir un ou plusieurs lots totalement aléatoires et je vais être amené à me prononcer sur ces candidats. Vous verrez, dans ce processus, on utilise des systèmes de vote évolués qui permettent d'agréger et de favoriser le vote d'adhésion. Vraiment le candidat que la majorité des participants ont trouvé les meilleurs et non pas dans des choix binaires où finalement je vote pour le moins pire. Donc là, exemple, nous avons un lot de 4 candidats, vous avez 4 bulletins et vous allez les affecter comme vous voulez. 4 sur un candidat, 2, 1, ou vous pouvez même garder les bulletins. Donc vous créez de l'intensité. Vous créez de l'intensité, ce qui fait qu'après, tous vos candidats sont notés. Et celui qui sortira parmi les premiers, ce n'est pas celui qui aura eu 10 sur 10, c'est celui qui aura eu le plus souvent 6 ou 7 sur 10. Donc avec ce système-là, on va sortir les candidats qui, pour simplifier, représentent plus de 2/3 de l'adhésion des inscrits sur la plateforme. C'est vraiment un vote d'adhésion. C'est-à-dire que vous avez compris, vous recevez des lots aléatoires, donc il se peut que le candidat que vous souteniez ne soit pas dans le lot que vous receviez. Mais pour autant, vous avez une très grande chance de voir sortir, émerger des candidats pour lesquels vous avez déjà donné des voix. On retient les candidats vainqueurs et donc on passe à une phase, on est en octobre, phase de débat. Là, ces candidats, imaginons qu'ils sont 3 ou 5, on va les emmener dans toutes les capitales régionales. Et il va y avoir des débats entre eux et des débats avec les Français. Par exemple, ici, il y aura les candidats avec les citoyens. Il y aura donc une interaction. Les citoyens vont pouvoir poser leurs questions, les challenger, etc., sur leur vision, sur leur programme. L'accent est mis sur ce qu'ils ont fait, et non pas sur ce qu'ils promettent. C'est vraiment important ça. Le candidat qui doit sortir de ça, c'est celui qui est crédible, qui a agrégé une équipe crédible, qui a une vision, qui a un programme co-construit. C'est pas celui qui promet plus d'écologie, plus de justice, plus de santé, et voilà. On passe, après cette phase de débat, dernière phase, la phase de vote. Là, à nouveau, on utilise un système évolué, donc on n'est pas en système actuel, uninominal, majoritaire de tours, en fait, qui favorise le candidat qui est seul dans sa sphère, en fait. Aujourd'hui, vous prenez un candidat un peu centre-gauche, un peu centre-droit, ils vont se manger les voix, que celui qui est seul dans sa sphère, peu importe qu'il soit à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite, il fait forcément plein des voix. Pour vous donner un exemple, si on reprend la dernière élection présidentielle, c'était Bayrou qui aurait dû gagner, parce que Bayrou face individuellement toutes les autres personnes, c'est lui qui gagnait, sauf que le système a fait qu'il n'est pas sorti. Donc vote d'intensité, on rentrera dans le détail si vous voulez pendant les questions, pour simplifier, il y a 2 types de votes qu'on imagine. Le premier c'est l'approval voting, c'est que en fait, vous avez 3 candidats, vous disiez oui ou non pour chacun, et celui qui gagne c'est celui qui a le plus de oui. Sinon il y a le jugement majoritaire, où là vous allez les classer en très bien, bien, moyen ou pas bien du tout, et ça sort le candidat, encore une fois, qui a la plus grande adhésion.
Une fois qu'on a ce candidat ou cette candidate, ça ne s'arrête pas là, il part avec un cadeau. Donc il part avec son parti politique, on va lui créer son micro-parti, association de financement. On va lui apporter les 500 parrainages pour enregistrer sa candidature. On commence déjà à travailler là-dessus. Thibaut va en parler, on en parlera dans les questions. Comment on s'y prend pour aller chercher des promesses d'abord de signature et puis après des signatures. Et nous allons organiser sa campagne de financement pour qu'il puisse participer. Oui, donc on n'aura pas 25 millions d'euros comme les autres candidats, c'est sûr. Quoique, on ne sait jamais. Mais on l'aidera. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est une asso, hein, on n'est pas un parti politique, donc c'est pas nous qui nous transformons en parti. Nous, on est une espèce d'incubateur de partis politiques. À la fin, nous, on s'arrête. Et le candidat choisira ses prestataires qu'il souhaite. Nous, en revanche, on fera l'interface. Pourquoi? Pour nous assurer la pureté du message jusqu'au bout. On ne veut pas qu'il soit récupéré par un parti qui fasse des alliances ou un autre pour vicier tout ce qu'on a fait pendant quasiment 2 ans. Donc, par exemple, pour être concret sur des dépenses, c'est nous qui allons gérer les dépenses. C'est-à-dire qu'on va encaisser l'argent et on va payer les dépenses. On ne veut pas qu'il aille payer la société de com de son beau-frère parce que ça l'arrange. Voilà. Donc, on sera l'interface. Après, il sera libre de choisir les prestataires qu'il veut. On essaiera de l'accompagner en média training, etc., pour qu'il ait toutes les armes pour aller se frotter aux politiques issus des partis. Alors, encore une fois, on n'est pas un parti, donc nous, on ne raisonne absolument pas en objectif électoral. On ne dit pas on veut être au 2e tour, on veut faire 10%, 20%. On raisonne simplement, on veut un processus qui fasse émerger quelqu'un de crédible, une équipe crédible, un programme qu'on construit, et qui pourra avoir du poids pendant l'élection présidentielle. C'est le seul objectif qu'on a, et si on arrive à faire ça, ça sera déjà énorme. Alors, les prochaines étapes. Donc, les prochaines étapes, tout d'abord, on est en plein dedans, donc on fait un petit tour de France, histoire d'aller échanger et de prendre les retours de tout le monde. Donc on était, en décembre, on était à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Donc là, on était à Rennes mardi, donc aujourd'hui, on est à Lille. La semaine prochaine, on est à Marseille, et on sera à Strasbourg le jeudi prochain. Donc ça, c'est le travail qu'on fait, qu'on pense que c'est très important, justement, d'aller au contact de tout le monde pour faire parler de la primaire. Ça nous permet de rencontrer les médias locaux et voilà, d'avoir de plus en plus d'inscrits. Également le crowdfunding. Donc on a estimé en fait à 100 000 euros les besoins initiaux pour que la primaire puisse se dérouler. Alors l'argent du crowdfunding va où? Donc vous avez, quand vous faites un don, il y a une petite explication d'un exemple de ce que ça peut payer. Mais clairement, nous, ce qu'on voudrait, c'est défrayer tous les candidats. C'est-à-dire que les candidats, quand on va faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer, ça va être à nous de couvrir leurs frais. On va pas demander aux candidats de payer leurs frais. Donc on voudrait couvrir les frais des candidats du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une certaine somme. Ensuite, les maires. Donc ça, c'est l'étape qui va arriver là très rapidement, parce que forcément, pour qu'il y ait un candidat à la présidentielle, il faut parrainage de maire. Donc, pour le parrainage de maire, on attaque de deux manières. C'est-à-dire qu'on attaque à la fois par le haut, c'est-à-dire qu'on rencontre les présidents de l'Association des maires de France, etc., pour, je dirais, avoir une action, par le haut. Mais aussi, ce qu'on a beaucoup, c'est qu'on a énormément de gens qui s'inscrivent sur la primaire pro qui nous disent « Moi, je connais un maire. » Donc le maire qui m'a marié, le maire de ma petite commune. Et ça, c'est une énorme ressource. Et donc là, ce qu'on est en train de préparer, on est en train de préparer un petit kit pour que, justement, si vous connaissez un maire, vous puissiez aller demander à votre maire un soutien. Alors, on ne demande pas un parrainage, parce que les parrainages, techniquement, c'est vraiment 3 semaines avant l'élection. On demande un soutien. Voilà, moi, maire de X, je soutiens l'initiative laprimaire.org, et il nous donne ses coordonnées pour qu'on puisse le recontacter. C'est ça, en fait, donc ça va démarrer très rapidement. Et enfin, très important, c'est que il faut qu'on continue, mine de rien, à accumuler beaucoup d'inscrits, parce que laprimaire.org n'a de sens que s'il y a beaucoup de monde qui participe. Notre but, c'est d'être plus représentatif que les partis. Donc,
vous avez vu, vous avez sûrement entendu parler, notre minimum, on cherche à avoir au minimum 100 000 citoyens. Donc ce minimum-là, il vient d'où? Il vient de ce que David a parlé, donc de la présélection. La présélection, étant donné qu'il y a une distribution aléatoire, pour que mathématiquement, enfin statistiquement, le résultat soit fiable, il faut qu'il y ait un grand nombre de citoyens. Si on n'atteint pas 100 000 citoyens, il n'y aura pas de primaire. Donc ça, on est clair là-dessus. Après, nous, notre vrai objectif, c'est le demi-million de citoyens. Pourquoi? Parce qu'à 500 000, eh ben, c'est plus de citoyens enregistrés que tous les adhérents de tous les partis politiques, et on trouve que symboliquement, ce serait bien d'arriver à un demi-million de citoyens. Voilà. Et donc, pour atteindre ce chiffre, alors pour l'instant, on se débrouille pas trop mal, parce qu'on a commencé, donc en octobre, on était 1500, on était quasiment 7000 fin décembre, là, on vient de passer les 12 500, mais il faut qu'on accélère. Et pour accélérer, en fait, on s'est dit, mais comment on peut parler aux gens sans les ennuyer en leur parlant de politique? Donc on s'est creusé la tête et on s'est dit, mais à la fois il faut qu'on ait un message positif et il faut que ce soit quelque chose d'un peu marrant, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un médicament. On a créé un médicament qui s'appelle le Démocratol. Donc le Démocratol, ça demandait des années de recherche. Et en fait, c'est le premier remède contre la frustration électorale et l'impuissance politique. Ça marche du feu de Zeus. On l'a testé. Au dernier régional, on est allé distribuer à la sortie des urnes déguisé en médecin. Et alors, ça fait rire tout le monde. D'accord? Et voilà, on est en train de vous les distribuer. Donc, tout le monde va repartir avec son Démocratol. Faites attention, hein, parce que si vous en prenez trop, il y a des effets secondaires. Ça peut être dangereux. Donc le Démocratol, en fait, on s'est aperçu que c'est un formidable outil de communication parce que voilà, ça parle à tout le monde, ça fait sourire et c'est un très bon vecteur pour faire connaître la première.org. Donc, il n'y aura jamais de tract de la première.org, il n'y aura que du Démocratol. Et le Démocratol serait, si vous voulez être distributeur Démocratol, ce sera très simple. Ce sera en ligne. Alors, pour des raisons, je dirais, pour ne pas assécher notre budget, on va les vendre, mais on va les vendre à prix coûtant. Hein, c'est 50 centimes la boîte, frais de port inclus. Et donc voilà, donc ça sort très vite. Est-ce que tout le monde a eu son Démocratol? Voilà, donc dedans il y a une notice, hein, parce que faire les choses bien. Et voilà, et donc, vous avez les trois grands chantiers, en fait. Donc, on va continuer de pousser pour avoir le plus grand nombre d'inscrits possible. Donc, pour ça, on a besoin de vous. Hein, parce que aujourd'hui, c'est quasiment que le bouche à oreille qui fait qu'on est arrivé à 12 500 inscrits. Et ça, c'est le premier, les citoyens. Deuxièmement, les maires. Donc là, on va commencer à aller voir les maires et, pour recueillir des soutiens. Et à partir du moment où on a des citoyens et des soutiens de maires, et toutes les conditions sont requises pour avoir les meilleurs candidats. Voilà. Donc ça, c'était un bref et rapide résumé de la première.org. Et donc, on vous laisse la parole. Si vous avez des questions, on répond à toutes les questions jusqu'à l'alarme. Et après l'alarme, on répond à toutes les questions autre part. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Vous avez dit tout à l'heure que les candidats, a priori, ils ont une compétence, et ils ont une compétence peut-être particulière sur le plan humain. Après, on parle des gens qui ont des compétences en écologie, en agriculture, en économie, etc. Donc, comment ce candidat, s'il est désigné, s'il a les 500 soutiens et s'il est choisi, comment peut-il tenter d'être futur président s'il est cloisonné dans une compétence? Justement, c'est ce que j'expliquais dans le processus, c'est que celui qui est sur une thématique et qui ne connaît que cette thématique et qui n'agrège pas une équipe autour de lui a quasiment aucune chance de pouvoir faire quelque chose. Nous, on ne croit pas à Martine de Besançon, pharmacienne, qui devient président de la République. Ce qu'on pense, c'est que
quelqu'un qui peut venir d'une thématique, mais qui saura dans ce process, parce que ce process est fait pour ça, ce process est fait pour agréger, mais agréger les compétences, mais agréger aussi de l'adhésion. Donc il y a vraiment cette notion d'adhésion, d'agrégation. Donc c'est à ce candidat thématique, dans les rencontres avec les autres candidats, de trouver son équipe. Il peut déjà avoir quelques personnes dans son équipe, et surtout d'affiner son programme et de construire avec les citoyens. C'est vraiment un package global. Donc on pense que le candidat qui peut sortir de ça et qui peut réussir, c'est celui qui saura faire tout ça. Peu importe le point de départ dont il vient. En fait. Je m'élance, je me présente comme candidat. Donc non, mais merci. D'accord. On est tous citoyens. D'accord, donc je reste. Merci. Je peux. Donc de ma place, donc bonjour à tous, je me présente Grégoire Lecoq, je suis ingénieur, donc comme Thibaut, voilà, comme Thibaut, et en fait je suis en partance pour devenir youtubeur. Parce qu'en fait, pour moi, je pense qu'il y a un véritable déclic qui s'est déclenché en moi. Donc j'avais envie de faire la politique depuis tout petit, et en fait j'ai décidé, comme ça, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui s'est passées sur mon vécu, de passer, donc de franchir la ligne, de franchir cette soi-disant politique qui est un petit peu obscure pour beaucoup de monde. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et quand vous avez décidé de faire laprimaire.org, Démocratech, tout ça, en fait, je me suis dit, si je n'y vais pas maintenant, eh ben, je vais louper une occasion pour moi de faire quelque chose qui me passionne, qui est grandiose. Et voilà, donc je pense que... Voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté. Maintenant, effectivement, ça ne s'arrêtera pas là. J'ai des idées, je vais les promouvoir sur ma chaîne YouTube. Et c'est comme ça que je vais créer ma notoriété, puisqu'en fait, il s'agit de ça. C'est qu'en créant sa notoriété qu'on pourra justement croire en mon programme, croire en mes idées et croire en ma personnalité. Je vous remercie. Écoutez, justement, la primaire.org, ça permet à tout le monde de pouvoir y aller, d'où qu'ils viennent. Voilà, c'est avant tout le but, de se réapproprier la politique. Donc tant mieux si vous venez sur notre plateforme. Voilà. Derrière vous, monsieur. De poser une petite question technique. Vous parlez d'un seuil d'arrêt d'opération si vous êtes en dessous de 100 000 inscrits. Oui. C'est déjà pas mal, c'est déjà très joli, mais est-ce que ça va garantir un nombre minimum d'électeurs, de gens qui vont participer, qui vont apporter leur voix, qui vont exprimer un suffrage? Ah, vous voulez dire 100 000 inscrits versus 100 000 électeurs? Oui, parce qu'on peut s'inscrire et... Enfin, vous avez été assez succinct sur En fait là, on est en train de faire toutes les simulations pour justement voir quelles les conditions et dans quel périmètre en fait le vote est statistiquement viable ou pas. Donc, et on aura, je dirais, parce qu'en septembre, on va savoir combien il y a de candidats et combien il y a de citoyens. Donc à partir de là, on sera capable de dire si le vote est statistiquement fiable ou pas. Et on sera complètement transparent là-dessus parce que la simulation, dès qu'on l'a, on la met en ligne et vous serez capable de voir, ah mais en fait, il n'y a pas eu assez de votants, donc le biais statistique est trop fort et le vote n'est pas valable. Vraiment encore creuser très profondément la question, mais il y a déjà d'autres initiatives semblables à la vôtre qui émergent. Et il serait dommage que la démarche que vous avez suive la même division que la gauche, notamment actuellement, et que les gens qui ont envie d'un vrai changement politique se divisent en petits groupes qui finalement n'auront aucune visibilité, aucun impact. Donc est-ce qu'il y a une volonté de la part des différents mouvements? Je sais qu'il y a le vôtre, il y en a un autre, et certainement encore d'autres, je n'ai pas vraiment posé la question, mais est-ce qu'il y a une volonté de votre part? Est-ce qu'il y a déjà une mise en relation entre vous, différents acteurs de cette... de ce mouvement citoyen? Est-ce qu'il y aurait une volonté aussi de se fusionner, voilà, et que le plus gros de
de ces mouvements citoyens finalement rassemble le reste. Si la primaire, par exemple, réunit moins d'adhérents qu'un autre mouvement, est-ce que les gens de la primaire, on ne pourrait pas leur proposer de suivre le mouvement voilà, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe et que ce ne soit pas encore une fois la division qui délite tout le potentiel. Quoi. Donc, oui, déjà on se connaît tous, donc on discute. On discute, ça c'est clair. On est tous conscients qu'effectivement, à un moment, il va falloir, si on veut que ça marche, il faudra qu'on se mette tous derrière un. Après, nous, il y a deux choses. Parce que ça, c'est un appel qu'on a très souvent, c'est rassemblez-vous. Mais il faut faire attention, parce que rassemblez-vous, c'est pas parce qu'on se rassemble qu'on devient plus fort. Je prends un exemple bête dans mon domaine, mais Facebook n'est pas devenu Facebook en disant hey, tous les autres réseaux sociaux, mettons-nous ensemble et faisons Facebook. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la relation qu'on a aujourd'hui, tout le monde discute, on reste complètement synchronisé, mais tout le monde a une approche différente. Aujourd'hui, la première point, il n'y a pas d'autre initiative qui a la même approche. Il y en a qui ont des approches proches, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon que tout le monde tente des angles d'attaque différents. Après, nous, il est clair, ça on peut le dire en haut, si demain il y a une primaire citoyenne qui déchire et tout d'un coup qui arrive à prendre 500 000 citoyens, 1 million de citoyens, on sera heureux de dire, bon, a priori, c'est eux ils ont la meilleure traction, c'est eux qui ont le plus de chances de réussir, donc on les rejoindra. Mais il ne faut pas se rassembler pour se rassembler, parce que ça, c'est la recette du désastre. C'est important que chacun... C'est autant d'angles d'attaque, d'accord? Et puis, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et... juste une chose, en fait, fondamentale, c'est qu'il faut distinguer les mouvements des outils. Aujourd'hui, on est le seul outil numérique pour faire une primaire. Il y a des mouvements qui ont une idéologie derrière. Vous avez, je peux les citer, il y a Ma Voix, la Transition, etc. Ils ont tous une idéologie sur ce qu'il faut faire, changer la Constitution, faire une 6ème République, faire du tirage au sort, etc. Eux peuvent venir sur notre outil pour faire valoir leurs propositions idéologiques. Mais en termes d'outils, on a peut-être un ou l'autre qui est en préparation, mais pour l'instant, on est le seul outil. Donc il ne faut pas mélanger l'outil de l'idéologie déjà. Après, oui, on discute justement avec ces mouvements pour les faire converger sur le même outil. Parce que ça serait dommage qu'on soit à l'image des partis politiques, à être totalement divisés, alors que le but, si on veut faire ça, c'est que ça marche. Donc si ça marche, ça veut dire que tous les mouvements doivent être sur la même plateforme numérique, et que les mouvements, ça sera à eux de s'arranger à un moment, de dire, bon, nous, je sais pas quel mouvement, je m'arrange avec ce mouvement pour qu'on fasse un programme commun, etc. Il y a un autre point aussi qui est très important, qui nous différencie, c'est que donc sur la primaire.org, en fait, étant donné qu'on est un outil, on n'est pas un parti, on n'est pas dans une recherche de consensus sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est-à-dire que les décisions, il n'y a que 2 personnes qui prennent les décisions sur la primaire.org, c'est David et moi. C'est-à-dire qu'on écoute tout le monde, on prend tous les écoutes et vraiment on essaie d'en engager le plus possible. Mais in fine, les décisions sont prises rapidement et sont exécutées aussi rapidement. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, ça marche pas mal et qu'on croit bien. C'est parce qu'on n'est pas dans une recherche de consensus. On est organisé, on est une association et on est organisé comme une start-up. Et je pense que ça, c'est aussi un des facteurs clés de succès, parce qu'il faut aller vite, il faut prendre des décisions rapidement. Et c'est pas un problème à partir du moment où on a un outil. On n'a pas à débattre, nous, entre nous, on ne débat pas de ce qu'il faudrait changer la Constitution ou pas. Vous, attentif à la sociologie des individus, puisque pour être représentatif, finalement, il faut aussi être représentatif de la société. Voilà, il y a différentes catégories sociales, par exemple, ou ainsi de suite. Non. En fait, on réfléchit que en relatif. C'est-à-dire qu'on peut être plus représentatif que les partis. Si tu veux être représentatif de la société, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies 44 millions de votants. Et ça, c'est pas aussi bon. Notre objectif, c'est juste de faire mieux que ce qui existe. C'est pas d'être... S'il n'y a que 500 000 personnes et que c'est 500 000 Corésiens, et là c'est 500 000 Corésiens, mais c'est quand même plus que tous les partis. La question, c'est à propos de la mise en relation avec les candidats, parce que j'ai pas bien compris en fait si on pouvait par exemple contacter les candidats qui se déclareraient sur votre plateforme pour pouvoir participer à leur programme s'ils en ont envie et faire des propositions là-dessus et de
venir nous-mêmes participer à un de leurs programmes, s'ils nous intéressent? Alors, oui, vous pourrez, mais ce ne sera pas chez nous. C'est-à-dire que sur la primaire.org, le programme des candidats, nous, on ne va pas offrir une plateforme aux candidats pour qu'ils puissent développer leur programme, interagir. Les candidats vont venir avec leur propre plateforme. Ce qu'il y aura sur la primaire.org, c'est uniquement un format standard pour qu'au moment du vote, les citoyens puissent comparer les programmes. Mais après, chaque candidat va avoir sa propre plateforme sur laquelle il va développer son programme et il va inviter les soutiens à venir. Il y a quand même l'interaction avec la messagerie que vous avez vue via Victoire. Concrètement, chaque candidat aura son robot qui lui permettra de dialoguer avec les soutiens. Voilà. Pour votre initiative, ça doit être énormément de boulot. Et je ne sais pas si vous dormez beaucoup. J'ai deux questions. La première, est-ce que c'est ouvert justement aux mouvements qui émergent malgré tout? J'ai participé au régional avec nos citoyens, donc il y a nos citoyens, mais il y en a d'autres d'horizons différents. Donc est-ce que justement ça peut être ouvert à ces genres de mouvements qui émergent, qui parlent aussi de citoyens qui font le même constat? Et deuxième question, après l'élection du candidat, on se rend compte quand même malgré tout, dans une élection, il faut un appareil, il faut une machine pour aller chercher les électeurs. En tout cas, moi, c'est le constat que j'en ai fait. C'est la première fois que je faisais la politique. Et comment vous pouvez solutionner, comment vous allez accompagner ou aider peut-être ce candidat, soit seul, enfin, qui a émergé tout seul, ou émergé via un mouvement un mouvement alternatif. Comment vous allez l'accompagner dans cette démarche? Alors, pour une première question, oui, les mouvements, les partis peuvent venir sur notre plateforme, on est ouvert à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est une primaire citoyenne, on est ouvert aussi aux candidats. Alors si Nicolas Doucerin veut venir sur la plateforme, il peut. Comment on l'accompagne? Alors aujourd'hui, je vous dirais, je ne sais pas. En revanche, on pense que si un candidat crédible sort avec une assise populaire, par exemple, d'un demi-million de personnes, les agences de com, de coaching, etc., ne vont pas manquer pour l'aider, parce que ça sera trop beau pour eux de mener une campagne. Et on se dit que la première étape, c'est de faire sortir le candidat crédible. Et si on a ça, derrière, on arrivera à lever des fonds, on arrivera à l'équiper pour qu'il puisse aller faire sa campagne. Oui, on n'aura pas la même force que les Républicains ou le Parti Socialiste. Il ne faut pas se mentir. Ils ont plusieurs dizaines de millions d'euros, ils sont rodés, ils ont un maillage national, etc. Pour autant, ça ne marche que dans un système où vous n'avez pas d'opposition réelle citoyenne en face. Si vous avez un candidat crédible avec une vraie assise citoyenne, c'est pas parable. On a toujours des petites blagues. La petite blague, c'est de dire il faut effectivement énormément de millions d'euros pour convaincre des gens qui vous n'aiment pas de voter pour vous. Ce qu'on dit, c'est que si on arrive à avoir vraiment une adhésion, et ben oui, on n'aura pas des millions d'euros, mais le budget sera. On n'aura pas besoin d'avoir des millions d'euros pour arriver à convaincre les gens. Et je dirais, la première porte, ça fait un peu la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre budget, on n'a pas de budget, quoi. On est parti, il y avait 0 personne en juin. Et en fait, aujourd'hui, on a une problématique de notoriété. C'est assez facile de convaincre quelqu'un de rejoindre la primaire.org. Ce qui est difficile, c'est de faire connaître la primaire.org. Pour rebondir là-dessus, c'est qu'on nous disait pour organiser une primaire comme ça, il faut plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, en 12 mois, enfin en 14 mois, on a dépensé 13 000 euros. Voilà. Oui, bonsoir. Je suis là. On a un nouveau ministre de la Justice qui s'appelle Urvoas. Il a fait une loi, la loi Urvoas, c'est la loi sur la modernisation de la vie économique, de la vie, excusez-moi, modernisation de la vie politique. Ça consiste justement à restreindre la visibilité des petits candidats, à diminuer leur temps de parole. On appelle ça l'équité, l'égalité, c'est joli, hein, le français comme ça. Et aussi, quelque chose qui est très dangereux pour nous, qui voulons faire émerger des candidats, c'est dorénavant un maire, quand il donne son parrainage, vous ne pouvez plus aller le voir, prendre son parrainage, vous en avez 500, vous allez voir le notaire il dit c'est bon, il y en a 500, ils sont bien remplis comme il faut, vous le donnez au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel il ne peut rien dire, c'est bon. Alors que maintenant, ce qui va se passer, c'est que les maires, ils vont devoir envoyer par eux-mêmes leur parrainage, et le Conseil constitutionnel
aussi corrompu qu'il est, pourra valider ou pas valider votre candidat. Donc moi je me demandais, est-ce que vous ne pensez pas que cette loi Urvoas étant en ce moment votée et discutée au Sénat, est-ce que ce ne serait pas une priorité pour pouvoir continuer votre pèlerinage? Alors, oui, vous avez bien identifié les deux points. Donc les deux points, c'est complexifier l'accès au parrainage. Donc concrètement, c'est ça, c'est que le maire va devoir mettre lui-même dans l'enveloppe et envoyer par la poste, pas plus de 10 jours et pas moins de 9 jours ou 8 jours. Voilà. Après, ça complexifie, ça change pas grand-chose parce qu'aujourd'hui, en gros, le Conseil constitue, comment ça marche aujourd'hui, c'est qu'imaginons que vous êtes candidat, vous savez, vous avez un volant de 700 signatures, et tous les jours, le Conseil constitue va dire, bah, aujourd'hui, j'en ai validé 30. Sauf qu'il ne vous dit pas combien on en a reçu et combien il en a invalidé. Et donc, vous n'avez aucune visibilité, et pour le savoir, il faut faire une action devant le tribunal administratif. C'est ce qui est arrivé à Corinne Lepage, elle a dû le faire, et au bout d'un an de procédure, on lui a dit, tu en avais 475, c'est pour ça qu'on ne t'a pas admise, et il nous faut une rature, etc. Oui, donc ça complexifie, clairement, mais ça reste possible. Donc nous, ça ne change pas grand-chose, on savait que ça allait être compliqué. Il y a cette histoire d'équité, oui, donc aujourd'hui, en gros, pour prendre un exemple, c'est un exemple, donc je ne suis pas pour M. Cheminade, mais voilà, Cheminade, 0,25 dans les sondages, ça veut dire qu'il aura 0,25% de temps de parole, voilà. Donc, encore une fois, ça continue pour favoriser les existants, les historiques, et empêcher toute émergence. Parce qu'en gros, vous n'avez pas d'élu, pas de représentant national, vous n'êtes pas dans les sondages, vous n'avez pas de temps de parole. Voilà. Donc, oui, ça complexifie. Maintenant, voilà, ça ne change pas grand-chose pour nous, et je ne crois pas que nous, on en fasse une action spéciale contre, parce que, voilà, on focus la semaine. On pense aussi que les citoyens ne sont pas idiots, et je veux dire ça, dès que c'est sorti, c'était un peu partout. On pense que sur les parrainages, c'est quelque part, les candidats, ça peut aussi provoquer un mouvement pour dire bah, ils vont venir vers nous. Parce que nous, en fait, c'est quoi qu'on demande au maire? Au maire, on lui dit j'ai accès, c'est moi, maire de X, je promets mon parrainage au candidat qui sortira de la primaire.org, sous réserve qu'il soit compatible avec mes valeurs. Donc il a une énorme porte de sortie, d'accord, et donner un parrainage à la primaire.org, c'est donner un parrainage aux citoyens. Et si, in fine, le candidat qui sort ne lui plaît pas, il peut toujours dire non, mais en fait, c'est pas mon candidat. Et donc ça, on pense que, quelque part, ça peut aussi créer un effet d'appel en disant, bon, mais en fait, si tout le monde, tous les petits candidats, ils arrivent à avoir 20, 30 parrainages, 40 parrainages, et qu'en fait, on se redirige tous vers la primaire.org, bon, bah, nous, on agrège tout ça, et ça peut permettre, en tout cas, de faire émerger un candidat citoyen qui aura ses parrainages. Si je peux reformuler, en fait, vous espérez avoir tellement de voix qui vont arriver au Conseil constitutionnel qu'ils ne vont pas pouvoir faire semblant que vous n'en avez pas eu assez. Ouais, clairement. Ben, le truc, c'est qu'on estime qu'il y a à peu près 2000, c'est ça, 2000 à 2500 de parrainages disponibles. Disponibles pour les candidats indépendants. Pas captés par les Républicains et par les Socialistes. Ce qui est peu. Mais bon, après, mais donc, oui, ça c'est un bon point. Mais j'ai envie de dire, si on est là, si on a commencé le projet, c'est parce qu'on en a marre, et tout le monde en a marre. Donc faites ce que vous voulez, à moins de transformer la France en dictature, on trouvera un moyen, quoi. Alors, tout d'abord, bravo, parce que l'initiative fait bouger les choses. Donc, et aujourd'hui, il y a des tas d'initiatives qui démarrent à droite à gauche, ce que fait du citoyen, ce que font d'autres. Je ne vais pas contredire, puisque moi-même, je viens de lancer une avec des amis qui s'appelle Régénération sur la région Nord, une petite dizaine. La question, c'est comment vous pensez qu'avec votre mouvement, qui a une volonté de bouger les choses, vous allez y arriver en vous attaquant finalement à l'élection qui est la plus antidémocratique de France aujourd'hui, puisque on va quand même arriver, on est à peu près certain, à un second tour en fait on a une élection à un tour. Le premier tour, en réalité, c'est le vôtre, celui des zones primaires, et puis le second tour, ça va être le premier, puisque c'est finalement le candidat qui va arriver en tête, celui qui sera dans le camp le moins désuni,
qui se retrouvera au second tour face à Marine Le Pen, et qui gagnera, parce que je ne pense pas que Marine Le Pen va ramener 50% des voix. Ça, c'est mon point de vue. Donc, comment et on va retomber, juste après, dans le phénomène qu'on a connu aujourd'hui, puisqu'ensuite, derrière, bah, on va avoir une législative qui va amener une majorité pour ce candidat qui aura finalement réuni que 18 ou 19% des voix au premier tour. Les législatives, il y aura 577 primaires organisées par la première fois. Alors, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il y a un effet cliquet, c'est-à-dire que tous les citoyens qui sont inscrits sur la première orgue pour l'élection présidentielle, ils sont automatiquement disponibles pour les législatives. C'est-à-dire que plus ça va, plus on va avoir de citoyens. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est moi, j'habite aux États-Unis. Et en fait, je compare énormément en fait, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Et je suis absolument convaincu que s'il y a un pays dans le monde où on peut réussir à changer les choses, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'on a tous les ingrédients. Ingrédient 1, on est un peuple, on adore la politique. On adore la politique, je veux dire, on crache dessus, etc. Mais on adore la politique. Tout le monde parle politique. D'accord? Aux États-Unis, tout le monde s'en fout. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc déjà on élit notre président directement, c'est quand même pas mal, aux États-Unis ils n'élisent pas leur président directement. Ensuite, on a tous conscience qu'il y a un problème. D'accord? J'ai pas besoin de vous l'expliquer, personne ici va me dire non, mais si, je crois que ça marche bien. Non, on a tous conscience qu'il y a un problème. Aux États-Unis, ils ont leur primaire, etc. Donc si on dit c'est pas démocratique, on dit non, mais c'est super démocratique, il y a des primaires partout. Bon, après, il y a des problèmes cachés, mais les gens n'ont pas conscience vraiment du problème. En France, on a conscience du problème. Et enfin, on a des lois sur le financement électoral qui, mine de rien, sont vachement strictes. Alors après, on essaie de contourner, etc. Mais, je veux dire, aux États-Unis, je veux dire, Obama, la dernière fois, il avait plus d'1 milliard, sans les super PAC qui sont anonymes, etc. Donc en fait, on estime qu'il a fait sa campagne avec 2 milliards. En France, si vous allez au deuxième tour, c'est 22 millions. Donc 22 millions, c'est beaucoup d'argent, mais ça se combat. Et c'est pour ça que moi je suis super enthousiaste, parce que je me dis s'il y a un pays dans le monde où ça peut réussir, c'est la France. Après, il va falloir qu'il y ait 33 000 tartines qui tombent du bon côté, on est tous d'accord. Mais comme disait David, si on arrive à faire émerger un candidat, qui sait ce qui peut se passer après? Et là, c'est plus dans nos mains et on verra bien. Moi j'avais une question qui est plus tournée vers maintenant. Et la démarche que vous avez donc, depuis la fin de l'année 2015, et donc comment toucher un maximum de monde, et en particulier votre stratégie de communication. Donc ma question est assez simple, quelle est votre stratégie de communication aujourd'hui, sachant que, d'après ce que j'ai pu voir depuis le début, vous êtes beaucoup dans les journaux régionaux. Depuis que vous tournez dans les villes et vous faites des conférences. Et aujourd'hui, il y a quand même des acteurs citoyens qui pèsent. Je pense notamment à Change.org. Je pense à des sites de levée de fonds comme Ulule. Et est-ce que vous avez pensé travailler avec eux justement pour donner un peu ce coup de pied au départ et pour toucher un maximum de monde au départ? Parce que c'est vrai, on sait qu'aujourd'hui, tout se joue au début, quoi. Alors, pour la petite histoire, on a commencé, le tout premier truc qu'on a fait, c'était une pétition de Change.org. Mais très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'on n'est pas la bonne cible pour ces pétitions, tout simplement parce que Change.org, ça joue sur l'émotion. Les pétitions, ça joue sur l'émotion. Et c'est beaucoup dans le négatif aussi. C'est non à. Et dans l'instantanéité. Nous, sur un sujet de fond et sur du long terme. Et sur de la construction. Donc nous, il faut dire oui à quelque chose. Et en fait, ça ne marche pas. Les pétitions, pour nous, on l'a testé. Celle qui a marché, je vais quand même être il y a WeSignIt. On a fait une pétition sur WeSignIt qui a bien marché. Aussi parce qu'on a mieux travaillé le discours. Mais ça n'explose pas. On n'aura jamais, à travers une pétition, des milliers de personnes. Notre stratégie de communication, elle est assez simple. Hein. Elle est donc très presse, parce que la presse est importante et c'est un sujet dont ils raffolent, parce qu'ils aiment bien qu'on parle de politique. Aujourd'hui, je crois qu'on a commencé on a cassé ce plafond de verre, en fait, c'est-à-dire qu'on commence à apparaître dans des journaux mainstream. Cette semaine, on était dans le Parisien. David, il est passé sur ses politiques, c'était 2 semaines, un truc comme ça. Donc, et à chaque fois qu'on a un nouveau journal, d'autres journalistes, parce qu'ils se lisent entre eux, hein, donc d'autres journalistes voient ça, ils nous appellent, et donc il
Il y a un effet d'entraînement là-dessus qui est pas mal. Le démocratol, ça c'est vraiment l'action terrain, j'en parle pas. Mais après, il y a aussi un point, à partir du moment où on va ouvrir la primaire, chaque candidat, dans la première phase d'identification, on ne va pas du tout aider les candidats. C'est-à-dire que c'est les candidats seuls qui vont aller chercher ces 500 soutiens. Donc pour aller les chercher, il va falloir qu'ils communiquent. Et donc on pense qu'il y aura aussi un effet viral sur le fait que si chaque candidat commence à communiquer pour aller chercher ces 500 soutiens, ça va faire un effet exponentiel. Voilà, en gros, la stratégie. Et justement, vous avez dit tout à l'heure ne pas encore avoir sollicité les gens qui sont inscrits sur la primaire. En fait, si nous, en sortant de là, avec un peu de recul, on est convaincu par la démarche et qu'on a envie qu'elle prolifère, il va aussi falloir nous solliciter. En fait, j'imagine que c'est certainement l'outil aussi le plus efficace qui ne coûte rien, qui permettra aussi que ça se propage. Tout à fait, tout à fait. En fait, le démocratol, c'est un peu ce qu'on a en tête, c'est l'action de terrain qui permet ça, vous amenez ça à un dîner, je veux dire, vous faites le dîner parce que c'est quoi, et puis c'est marrant, donc, mais clairement, et ce que je disais, toutes ces actions en fait, sur lesquelles vous pouvez nous aider, ça va sortir très vite. On a plein de missions, c'est des petites missions, mais chaque mission est importante, et voilà, si vous avez un peu de temps à consacrer, vous pourrez prendre une mission et la faire. Bravo pour votre initiative. Ma question rejoindra effectivement la précédente. Je voulais savoir, à mon sens, il y a des vrais enjeux autour de la jeunesse de votre projet. Je voulais savoir si vous avez pensé à un discours particulier, une stratégie de com particulière pour encourager les jeunes à participer et à s'inscrire sur le site. Alors clairement, les jeunes comme les Français de l'étranger ou autres sont des cibles particulières. Après, il n'y a pas de stratégie spécifique. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans les universités, dans les écoles d'ingé, les écoles de commerce, etc. Où il y a aussi des événements locaux qui sont organisés par des jeunes dans des maisons d'associations, etc. Où on ira, ou alors on aura des représentants locaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'abstention chez les jeunes, etc. Et voilà, on va adresser ce sujet en particulier. Tout à fait. Avec le fait aussi qu'on soit une app, qu'on soit un outil informatique, je pense que ça va faire aussi un penchant qui est naturel vers les jeunes. Donc, mais on n'a pas de stratégie en disant il faut les jeunes. On essaie de toucher tout le monde. Je sais que c'est une non-stratégie d'essayer de toucher tout le monde, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ce qu'on s'aperçoit, alors aujourd'hui c'est un peu moins vrai, mais dans tous nos meetings, ce qui est assez frappant, c'est que vraiment, on a des chefs d'entreprise qui arrivent super bien sapés, etc. On a l'activiste qui a 20 ans des dreads. On a des grands-mères qui sont dans l'association des colibris. Enfin, c'est un mix incroyable, quoi. Et c'est pour ça qu'on se dit que quelque part ça marche. Tout le monde est capable de mettre de côté ces différences idéologiques pour dire ouais, mettons-nous ensemble pour arriver à changer les choses, quoi. Et puis après le débat on l'aura, mais d'abord en changeant les choses et faisant en sorte qu'on puisse justement retrouver une voie. Du coup, dans cette démarche, je reviens sur la question sur la communication actuelle. Aussi longtemps qu'on n'a pas de candidat et qu'il n'y a personne qui émerge, vous faites office, vous deux, comme vitrine de cette possibilité, de cette initiative. Et donc la question qui se pose derrière, c'est que plus les médias vont causer, plus ils vont se poser des questions sur vous. Et est-ce que vous avez une virginité politique qui fait qu'on ne risque pas de tomber sur un mauvais plan après s'être suffisamment engagé sur la première fois? Alors en fait, nous, notre défense, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on ne cache rien. Alors moi, si vous creusez Thibaut Favre, etc., vous pouvez trouver, en 2007, j'avais un t-shirt Sexy Bérou sur des photos Flickr. Voilà, donc ça, c'est le plus politique que vous pourrez trouver. David, non, moi je ne vais pas ce t-shirt-là. Non, mais en fait, vous pouvez creuser ce que vous voulez. En fait, on n'a jamais été encarté, on a toujours aimé la politique, on n'a jamais milité, on n'a même pas collé des affiches ou quoi que ce soit. C'est une lassitude, un agacement grandissant qui ont fait qu'un jour on s'est dit non, c'est plus possible. Voilà, donc non, nous sommes des sous-marins d'aucun parti politique, d'aucune tendance. Et la preuve, c'est la première chose qu'on a validée, qu'on s'est lancé dans le projet, c'est est-ce que tu es prêt à assumer que le candidat qui sort ne correspond pas à tes valeurs personnelles? Et oui, on l'assume. Donc, pour vous dire, on est peut-être un peu fou, mais
Mais oui, on ne roule pour personne. Et après, ça fait... Ouais, alors après, on prendra monsieur... Ah, pardon. Ce qui est important, c'est que, mine de rien, oui, on va focuser sur nous, qui on est, etc., mais on ne peut pas être candidat. Donc nous aussi, c'est-à-dire que, et je prends l'exemple, les partis aujourd'hui, donc les grands partis nous ignorent largement, mais en coulisses, ils essaient de trouver l'angle d'attaque. D'accord ? On a déjà eu des discussions assez épicées. Et en fait, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que, oui, ils peuvent nous attaquer, nous, un tutu personnel, mais on est candidat à rien. Donc voilà, moi j'habite aux États-Unis, David, il est avocat dans le 16e, oh là là, mais oui, très bien. Mais en fait, on est candidat à rien. Ça, c'est le premier point. Et juste pour savoir, et ça aussi, ça va peut-être une question qui va venir, mais pourquoi on veut absolument être neutre et ne pousser aucun programme? C'est tout simplement parce que les grands partis, ils veulent nous faire descendre dans l'arène idéologique. La seule chose qu'ils veulent nous faire dire, c'est vous, en fait, vous faites ça, mais votre vraie volonté, c'est de changer les institutions, c'est de créer la Sixième République, c'est enfin, et ils essaient d'inventer des trucs pour nous faire dire, oui, effectivement, il faudrait qu'on change les institutions. Nous, c'est pas du tout notre discours. Nous, ce qu'on dit, c'est non. Nous, David, moi, tous les bénévoles, on n'a aucune sorte d'idée sur ce qu'il faut faire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le lien de confiance entre les citoyens et les représentants, il est brisé, il n'y en a plus. Ce qui fait que rien ne peut fonctionner. C'est-à-dire que demain, nos politiciens font quelque chose de bien, on se dit, tiens, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ils font quelque chose de mal, on se dit, de toute façon, ils sont tous pourris. Donc nous, notre démarche, elle est là pour arriver à recréer un lien de confiance entre les citoyens et les représentants. Et si ce lien de confiance, on arrive à le recréer, et ben les solutions, je suis sûr qu'on va les trouver, mais nous, on ne défend rien du tout. Et c'est super important parce que aujourd'hui, les partis n'ont pas d'angle d'attaque sur nous, tout simplement, et ça revient, on essaie d'avoir le process le plus pur du début jusqu'à la fin. On n'est pas payé, on n'est pas candidat, enfin voilà. Si vous essayez de nous attaquer, en plus on nous attaque, plus nous on y arrive, on trouve une défense. Mais il y avait... Ici, pardon. Oui, j'ai pas bien compris tout à l'heure quand vous avez expliqué pour devenir candidat, les parrainages qu'il faut aller chercher, j'ai pas compris. Est-ce qu'on va les chercher sur le site primaire.org? Est-ce que c'est d'autres parrainages? Enfin, j'ai pas bien compris. Alors, imaginons que vous souhaitiez être candidat. Vous allez devoir par vous-même chercher des soutiens, mais pas nécessairement auprès des inscrits sur la plateforme. Ça peut être votre famille, vos amis, vos collègues, enfin. Vous allez les chercher par vous-même, où vous le souhaitez. Donc concrètement, sur le site, il y aura juste une page de candidat avec minimaliste qui sera équivalente pour tout le monde, pour un principe d'égalité stricte, et que justement celui qui a de l'argent ne puisse pas mettre des super vidéos, celui qui n'en a pas. Voilà. Mais après, il y aura des liens vers des plateformes externes, etc. Donc on a des exemples. Il y avait un monsieur qui était là d'une soirée de lancement le 15 octobre, qui s'est déjà mis en campagne et qui a déjà 75 soutiens. Il a fait sa page Facebook, il a fait je ne sais plus quoi d'autre. Voilà, il collecte les soutiens et pour être prêt le plus vite possible. Mais voilà, c'est à chacun d'aller chercher ses soutiens. Et ce que je n'ai pas précisé dans la phase d'identification, c'est que dans l'application, vous allez pouvoir proposer 5 candidats. C'est-à-dire que voilà, vous allez mettre 5 noms. Donc ça permet aux gens justement un peu dispatcher, etc. Donc voilà, il fallait chercher 500. Mais ces 500, ça peut être des personnes de l'amphi. Voilà. Je suis très intéressée par votre démarche. Je constate aussi qu'il y en a beaucoup en ce moment qui émergent un petit peu partout, qui sont concentrés sur la présidentielle. Donc, les noms que j'ai relevés, j'ai vu la transition, j'ai vu c'est quoi, le blanc zèbre, j'ai vu Régénération. Il y en a qui sont concentrés sur des actions locales, il y en a qui sont concentrés sur la présidentielle. Je connais aussi Ma Voix qui est plus concentrée sur les législatives. Alors, 2 questions par rapport à ça. La première, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une déperdition d'énergie avec toutes ces initiatives qui sont toutes formidables mais qui à un moment donné vont être un peu concurrentes parce que, vous l'avez dit, pas forcément beaucoup de temps à consacrer à chacune de ces expériences. Et deuxième question, vous avez un peu le même discours que Ma Voix actuellement, qui est de dire on ne rentre pas dans le débat pour l'instant, on veut faire émerger d'abord des personnalités. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Et pourtant, je trouve que le fait que vous arriviez à réunir du monde de tout milieu, de tous âges et toute expérience, on est pressé d'aller dans le débat justement. Donc quand s'ouvre le débat?
Alors, sur la première question, sur le fait que ça essaime dans tous les sens, et on va refaire la même réponse qu'on a fait tout à l'heure à monsieur, c'est que il faut trouver tous les angles d'attaque possibles pour faire émerger nos talents, renouveler l'offre, etc. Et encore une fois, il faut bien distinguer les mouvements idéologiques des outils. Et par exemple, vous citez Ma Voix. Ma Voix, c'est idéologique. Ils veulent des députés tirés au sort, des personnes inconnues qui sont tirées au sort et qui sont des pouces-boutons. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de décision et avec toute une chaîne de décision derrière. Donc ça, c'est vraiment idéologique. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on ne dit pas ça du tout. Après, la transition, les zèbres, etc. Les zèbres, ils font des actions sur le terrain. C'est une action citoyenne sur le terrain. Après, Alexandre, il fait des bouquets, etc. Ça n'a rien à voir avec nous qui sommes un outil. Donc, par exemple, Alexandre, si jamais il prenait l'envie d'aller à la présidentielle, il pourrait très bien venir sur notre plateforme pour essayer d'émerger de cette plateforme. Donc, encore une fois, il faut bien distinguer l'outil des idéologies. Voilà. Nous, on n'a aucune idéologie. Voilà, on n'est pas un parti. La démarche, c'est même, on a vraiment, pour aller plus loin, c'est on est compatible avec la Ve République. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est on a pris les règles de la Ve République. L'idée, c'est justement comment arriver à dépasser. C'est-à-dire que souvent, on nous reproche, oui, mais vous devriez aller plus loin, vous devriez demander à ce que, obliger les candidats à ce qu'il y ait un changement des institutions, etc. Et tout. Donc, non, pour la raison, on veut être neutre pour justement pas avoir d'attaque et ne pas rentrer dans le champ idéologique, mais aussi surtout parce qu'on prend les règles actuelles et on s'en sert pour justement permettre l'émergence de candidats et de personnes qui vont porter d'autres projets, qui vont permettre de dépasser ces règles-là. Mais nous, on n'a pas à pousser pour une règle ou pour une autre. Et la transition, c'est un mouvement, ils vont avoir un projet. Donc pour l'instant, ils n'ont pas le... Donc si vous voulez du débat d'idées, il ne faut pas venir chez nous, il faut trouver un candidat ou un mouvement ou un collectif qui vous plaît et aller faire le débat d'idées au sein de ce collectif. Sur l'imprimaire.org, il n'y aura jamais de discussion entre citoyens. Ce sera que la discussion candidat-citoyen. La discussion citoyen-citoyen, les forums, etc., ce ne sera pas chez nous. On renverra vers d'autres plateformes, vers d'autres forums, mais ce ne sera pas chez nous. Donc le débat d'idées, il se déroulera pas sur la première point où c'est fait émerger un candidat et on a tout ce système de sélection et de vote pour permettre de faire émerger un candidat. Mais le débat d'idées, il n'est pas... voilà, il faut trouver un collectif ou un candidat que vous souhaitez défendre et vous engager avec eux. Si je peux me permettre sur l'aspect de concurrence, il n'y a pas de concurrence entre tous ces mouvements, justement. Il faut qu'il y ait tous ces mouvements. Parce que le constat que vous faites, qui est un constat où il y a une vraie perte de confiance dans les politiques, il y a une vraie rupture, c'est par le fait qu'il y aura de multiples mouvements, et puis après, ce qui émerge, peu importe, ce qu'il faut, c'est changer. Donc ensuite, que les idées soient différentes, bien sûr qu'il faut des idées différentes. Et j'ajouterais... de ces mouvements qui va faire... Exactement. Vous créez le marché, vous avez tous les angles d'attaque, mais surtout, c'est un point technique tout simplement de séquencement. Aujourd'hui, il y a des règles qui existent, donc il y a deux manières de faire évoluer. Soit vous mettez des têtes sur des pics, vous renversez les tables, soit vous faites une révolution bienveillante. Et donc, vous utilisez les règles qui existent pour faire émerger des personnes qui sont empreintes de démocratie participative, qui voudront faire du référendum, par exemple, sur les grandes questions de société, la déchéance de la nationalité, l'état d'urgence, etc., qui, une fois en place, diront, sur ces sujets-là, moi, j'interroge les Français. Et il ne faut pas oublier que, imaginons que nous ayons un candidat qui émerge dans notre plateforme, la primaire et la plateforme, elle ne disparaît pas le lendemain. Il peut s'appuyer sur tous les citoyens qui sont inscrits sur cette plateforme pour les interroger, pour les solliciter. On a aussi pensé à, on va le faire plus tard, c'est pas encore abouti, mais on va solliciter les inscrits sur la plateforme, par exemple, pour vous, qu'est-ce que ça serait un bon président? Et on va interroger la plateforme. Donc, mais c'est simplement pour dire, voilà, les inscrits de la plateforme pensent qu'un bon président, il a ces trois qualités-là. C'est pas pour donner de l'info au candidat, voilà. Donc, faut voir ça, c'est que si vous parlez de, je sais pas, j'entends parler de Sénat citoyen, d'assemblée avec des députés boutons, ça c'est idéologie. Aujourd'hui, institutionnellement, c'est pas impossible. Sauf à tout renverser. Donc, c'est juste une question de séquencement.
vous avez répondu à la question que j'allais poser. Du coup, mon intervention sera davantage une remarque. Ceci dit, une remarque qui peut, j'espère, faire réfléchir et donc ne pas clore la question en définissant une stratégie certes claire et simple. Donc comme ça, tout le monde comprend bien assez vite, ce qui est de faire émerger des candidats. Bon. Ceci dit, même je suis militant, on va dire, sans être carté, pour la 6ème République, entre autres, mais comme ça n'intéresse personne, on met ça de côté. Ceci dit, je ne voudrais pas donner quand même trop d'eau au moulin de la 5ème République. Il est évident qu'il ne sert à rien de se taper la tête contre un mur et qu'on doit faire avec les règles de la 5ème République. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils peuvent continuer à s'abstenir de voter, par exemple. Mais néanmoins, le regain, par exemple, le regain de con, je vous perds un petit peu, vous allez avoir le puzzle, j'espère que ça sera clair à la fin, que le regain de confiance, voilà, un mot un peu tarte à la crème, je veux dire, tout le monde dit ah ouais, il y a plus confiance en les politiques, voilà, bon, on cherche des solutions. Vraisemblablement, vous optez pour une stratégie claire de faire émerger de nouvelles têtes. Bon. Et moi, il n'y a pas une gueule qui me plaît plus qu'une autre. Hein. La mienne n'est pas terrible, la vôtre non plus. C'est pas parce qu'il y aura des bouclettes ou qu'il sera chaud, ou que ce sera une femme ou un noir, ou je sais pas quoi, que ça va forcément faire changer le truc. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour en venir au fait, parce que voilà, l'idée que j'ai plus ou moins en tête, c'est l'idée de ce qu'a fait la réussite de Podemos en Espagne. Et notamment un point particulier, c'est pas toute l'histoire de Podemos, mais très concrètement, c'est vous parlez aussi d'être dans les journaux, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais on sait que ça ne suffit pas. Le Front de Gauche a, par exemple, vendu 400 000 exemplaires du programme L'Humain d'abord en 2011, 2012, enfin 2011 surtout. C'est le record de vente des livres politiques en France. Personne ne le sait. C'est le record, c'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, vous voyez. Là, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert à 11%. Ouais. Ça sert, c'est bien. Mais ça ne va pas basculer le jeu et tout le monde continue de le faire tranquille avec l'UMP, le PS. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que communiquer sur les idées, ou faire débattre sur les idées, me semble prépondérant par rapport au fait de faire émerger des gueules, voire des grandes gueules, parce que 17 ans, ils n'auront peut-être pas beaucoup d'idées, mais ils vont se faire une petite page sur facebook.org de primaire. Voilà, je suis volontairement un petit peu provocant là-dessus, parce que ne pas donner la place au débat d'idées, et la stratégie de Podemos, c'était de monter une télévision par rapport aux gens qui ne lisent pas d'articles de presse, qui lisent encore moins des bouquins, et parmi les gens qui ne lisent pas, il y a surtout des abstentionnistes, parce que c'est surtout dans les couches populaires, pas que, mais surtout, on le sait statistiquement, et que donc, en s'appuyant sur une stratégie classique, informatique, c'est type M6R, pour ceux qui connaissent, Mouvement pour la 6ème République, ça marche pas, il y a 100 000 signatures, mais ça marche pas. Moi j'en suis, j'aimerais bien, mais bon, voilà, ça bute quoi. Voilà. D'une part. D'autre part, le livre, ça marche pas. Les invitations à la télé classique, ça marche pas. Par exemple, Jacques Cheminade. Donc il faut oublier les médias classiques, sauf, faut pas oublier, il faut essayer de faire ce qu'on peut, il faut faire mousser un petit peu, faire du buzz, essayer machin, mais après c'est tout. Par contre, créer un moyen de toucher l'ensemble du peuple par de la télé de base, comme Podemos a fait en créant ses émissions, et ces émissions, j'en terminerai là parce que je suis un peu loin effectivement, j'ai attendu longtemps, ces émissions faisaient débattre des personnalités politiques, mais pas seulement, des personnalités économiques, des personnalités du monde social, et permettaient en fait aux gens, ce qu'ils appellent la rente normale, aux gens normaux, hein, pas super intello, pas super politisés, de regarder leur télé, et avec leur télé, ils voyaient en fait des idées se confronter, et il n'y avait pas de tête qui émergeait. Et finalement, c'est l'animateur, d'où la question de monsieur tout à l'heure avec une barbe comme moi, d'où la question de monsieur, c'est l'animateur de cette télé espagnole qui est aujourd'hui Pablo Iglesias et qui est tête de liste de Podemos qui en même pas de 3 ans fait 30% du vote en Espagne et est en train de peut-être renverser la donne. Ça se saura dans les jours qui viennent. Voilà. Donc pourquoi ne pas entamer les débats? C'est pas du tout contradictoire avec le fait de faire monter des têtes, mais ça peut le devenir si on en fait une stratégie fermée, ce que vous sembliez dire. Et deuxièmement, au niveau des moyens, s'il vous plaît, ne comptez pas sur les articles de presse, vous toucherez les cadres, quoi. Hein. Et quant à la télé, si c'est pas le Figaro, basta. Voilà, j'ai dit. Alors débat, déjà on ne dit pas qu'il n'y aura pas de débat d'idées, on dit que le débat d'idées ne sera pas sur une plateforme, ça c'est la première chose.
Donc, encore une fois, on est un outil, on n'est pas un mouvement, on n'est pas un Podemos, justement, on n'est pas un parti. On ne vise pas un score électoral, on ne veut pas être élu, on veut faire émerger une nouvelle tête. Après, il y a votre question sur les idées. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que les idées, elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de jambes, elles ne marchent pas toutes seules. Une idée n'a de valeur que par la personne qui les porte. Donc si vous avez des candidats qui ont une grande gueule, qui sont charismatiques et qui ont des idées nulles, ça fait 0. Ceux qui est très mauvais et qui a des grandes idées, ça va faire du moyen. Donc c'est un couple candidat-idée qui peut réussir. Donc, encore une fois, les idées toutes seules, je suis désolé, mais ça ne peut pas marcher. Et comme on n'est pas un parti, on n'a pas vocation à construire un programme, à faire un débat d'idées. Ceci étant dit, moi je trouve l'idée géniale, et vous devriez, franchement, ça va se faire, ça va se faire. Voilà, il faut le faire, mais c'est... Actuellement, je suis en train de prendre la mesure pour savoir si c'est pour être avec vous ou sans vous. Non, mais nous, on peut pas faire ça, parce que si on commence à faire des débats comme ça, ils vont dire, ah mais regardez qu'ils ont invité, ah ouais, non, d'accord, ok, on a compris et tout. En fait, je vais vous dire, on a essayé plus simple que la télé. Au début, on s'est dit, comment on fait pour trancher, parce qu'il va y avoir des candidats qui, peut-être, ils vont avoir des discours ouvertement racistes, ou il va y avoir des candidats borderline, d'accord? Il va falloir décider s'ils peuvent rester ou s'il faut les exclure. C'est pas à nous, organisateurs, de décider qui a le droit d'être là, qui n'a pas le droit d'être là. Donc on s'était dit, facile, on va faire un comité d'éthique qui sera chargé de décider, il sera saisi par les citoyens, il sera chargé de décider. Et en fait, en essayant de dire bon, qui on met dans ce comité d'éthique, à chaque fois quand on est à Lyon, Toulouse et tout, on disait, et tout le monde disait non, mais non, vous pouvez pas mettre lui, vous pouvez pas mettre. En fait, c'est impossible de dire on va mettre, on va faire un truc où c'est la parité totale, il y a homme-femme, il y a droite-gauche, etc. Ça nous colore, les gens ne sont pas contents. Donc, juste pour répondre à cette question sur la politique éthique, en fait, il y aura un jury citoyen. C'est-à-dire que si des gens un certain pourcentage des participants pensent que quelqu'un doit être viré, ils signaleront, genre report spam, et s'il y a un taux suffisant, en fait, on enverra une demande à X citoyens, disons 1000, tirés au sort, et on leur posera la question, voilà la question, ce candidat fait ci et ça, est-ce qu'on va le garder ou pas? Et ça, tout d'un coup, quand on a exposé cette idée-là, tout le monde a dit ouais, parfait. Mais tout ça pour dire que ces débats-là, que tu veuilles ou pas, ça colore, quoi. Et tout d'un coup, les gens vont dire ah, mais donc ils sont proches de lui ou ils sont proches de lui. Mais par contre, c'est une super idée pour un parti. Il faut faire ça. Moi, j'adorerais qu'un des candidats fasse ça, parce que je pense que c'est une super stratégie. Là, j'avais aussi je vous passe le micro juste après. Moi, j'ai une question qui est encore très pratico-pratique par rapport à votre démarche justement de démarrage là. Ne voyez pas ça comme une critique négative. Hein. C'est plus on est tous là pour que ça fonctionne. On prend tout. On est tous là pour que ça fonctionne. Moi, j'ai eu une première réaction quand je suis allé sur votre site, qui a été je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas fait une vidéo, parce que là j'ai tiqué en voyant votre PowerPoint, parce qu'il est très clair, on comprend très rapidement où vous voulez en venir, et sur le site il y a énormément de texte, et moi je me suis dit, merde, je vais avoir du mal à aller motiver mes potes pour aller lire ce truc-là. Vous voyez, le script du motion design est en cours, et avant la fin du mois, il y aura... Parce que, de mon point de vue, après, comme vous disiez, il n'y a pas que ça, mais une vidéo claire, simple sur déjà comment ça fonctionne pour toucher les gens. Après, ça ne touchera pas tout le monde, mais je pense que c'est nécessaire. Après, il y aura plusieurs vidéos sur le processus, sur l'initiative de l'ouvrage. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur, vous ne voulez pas de débat d'idées au sein de la plateforme de la primaire. On peut comprendre ou on peut être pas d'accord. Est-ce que, par ailleurs, vous avez pensé à, au moins, sans y mettre aucun avis, la primaire, exposer par vidéo aussi des sortes de petits speeches de tous les candidats qui vont émerger
Alors oui, mais on le fera de manière standardisée dans le cadre du vote. C'est-à-dire que chaque candidat, au moment où il va falloir voter, que ce soit si à la phase de présélection ou la phase de vote finale, je dirais le format d'expression du candidat sera standard, sera le même pour tout le monde. Il y aura beaucoup de vidéos dedans. Et ça permettra, je dirais, aux gens de comparer sur un pied d'égalité. Mais voilà, c'est soit on laisse tout le monde s'exprimer de la même manière, soit personne. Et on ne fait pas l'entre-deux. D'accord. Oui, juste une petite précision concernant le deuxième mode de désignation, donc par l'émergence en fait. Là, comment ça se passe plus précisément? En fait, c'est soit voilà, je connais quelqu'un que je trouverais potentiellement intéressant et donc je le désigne. D'ailleurs, j'ai peut-être deux potes en fait qui pourraient être intéressants, donc je vais désigner les deux. Ou bien c'est à partir d'un trombinoscope qu'on peut voir aussi des personnes peut-être de Marseille et je me dis bah il y a une bonne tête, ça peut être en fait voilà, ça se base sur quoi? Est-ce que c'est sur le système relationnel en fait autour de nous, ou bien potentiellement aussi sur des gens qui par le biais d'une page ou autre ailleurs on voit un petit peu ce qu'ils mettent en avant, ou c'est simplement sur la bobine en fait? Non, il n'y aura pas d'annuaire des candidats disponibles. Simplement, si vous faites un annuaire, qui est premier, qui est le dernier, et tout. En fait, dans cette phase-là, c'est vous. Vous avez, par exemple, votre marotte, je sais pas, c'est l'écologie. Et dans la sphère écologique, il y a quelqu'un que vous trouvez qui parle, je sais pas, Nicolas Hulot, parce que c'est voilà. Mais donc, il vous dit, bon, bah, moi, je vais, Hulot, voilà, j'aimerais bien en tout cas qu'il soit plus actif dans la vie politique, donc je vais nommer Hulot. Après, vous avez des enfants, et puis vous avez un prof de maternelle, vous trouvez qu'il a une méthode géniale, et puis en plus, il a envie il essaie d'étendre son truc, etc. Et vous dites, bah, lui, il mérite, il gagnerait à être connu. Et donc, vous allez dire, bah, moi, j'aimerais bien que lui soit candidat aussi. D'accord, avec potentiellement le fait que la personne en face n'est pas intéressée. Vous donnez oui. Avec Hulot, vous avez les stats après qui sortent en mettant qu'il y a X% de la population qui vit, et puis quand vous proposez un candidat, le candidat, il n'est pas obligé de... À la fin, savoir si vous y allez pas. La France vous appelle. Non, mais c'est ça. Oui, excusez-moi, je vais être un petit peu terre à terre peut-être, mais vous avez un produit dont on va tous envie ensemble ici qu'il réussisse. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme garantie, le monde étant voguant sur un long fleuve tranquille, que en cas de votre éclat retentissant, au moment où les choses vont peut-être un petit peu se corser, j'y réponds un peu, que cette plateforme sera solide, qu'elle sera à l'abri de toute fraude, qu'elle sera transparente comme vous le souhaitez, mais aujourd'hui, quelle est la promesse technique qui nous fera croire à cela? Alors, il y a plusieurs trucs. Donc déjà, sur la plateforme en elle-même, sur le fait qu'elle ne va pas s'effondrer sous la charge, des choses comme ça, en fait, derrière, si vous êtes tech, on est basé sur une plateforme qui s'appelle Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie, c'est un WhatsApp open source. Et donc, en fait, on se base sur ça. Donc, je dirais les Telegram, en fait, la première caractéristique, c'est que c'est sécurisé, c'est-à-dire que tout est chiffré, tout encrypté. Ça a eu une très mauvaise presse récemment parce que, apparemment, les terroristes utilisent Telegram. Et pourquoi ils utilisent Telegram? Parce que, effectivement, même les gouvernements n'arrivent pas à lire ce qu'il y a dedans. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour la démocratie au lieu d'utiliser contre les terroristes. Ensuite, sur le système de vote qu'on va utiliser, il n'est pas encore finalisé, mais il y a de fortes chances aujourd'hui que ce soit le système de vote justement qui a été développé par Podemos. En fait, c'est un système de vote qui s'appelle Agora Voting, qui a été développé justement pour permettre au parti Podemos de voter. Donc on est en train de voir comment on pourrait adapter ça. On travaille avec justement les mecs d'Agora Voting pour voir comment on pourrait adapter ça. Ça risque d'être comme ça. Dans l'idéal, moi en tant que gros geek, j'aurais bien voulu que ce soit sur de la blockchain ou des choses comme ça, mais c'est pas encore prêt, on ne prendra pas le risque pour la primaire. Le but c'est que ça marche et que ce soit sécurisé. Sur l'authentification, on va a priori, donc là vous avez vu il y a le numéro de téléphone, mais c'est pas la seule authentification. On va probablement se reposer très fortement sur France Connect. Alors, je ne sais pas si vous connaissez France Connect, c'est le gouvernement, c'est l'État plutôt, qui
a sorti un moyen en fait d'identifier les citoyens. Et France Connect, vous vous connectez, c'est comme Facebook Connect, ceux qui connaissent, mais vous vous connectez avec votre compte Amélie, ou votre compte La Poste, ou votre compte des impôts. Et la seule chose que le service vous dit c'est un compte vrai qui existe, et il y a bien un individu personne physique derrière. Et donc ça permet de... Et donc c'est l'État qui authentifie, donc ça vous simplifie beaucoup la vie. Et donc voilà. Bon, on fait en sorte que ce soit solide, que ce soit sécurisé, et que l'authentification soit assez forte pour que la fraude, si fraude il y a, autant de fraude il y a, elle soit statistiquement insignifiante. Bonsoir. Bravo pour l'initiative, pour ce bel outil. On a bien compris que c'était un outil formidable que vous mettiez en place, et particulièrement bravo pour l'éthique que vous mettez là derrière. C'est très perceptible ce soir et c'est très appréciable. J'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Je me dis, mais justement, ce bel outil, et imaginons que les objectifs soient atteints avec 100 000, 150 000, objectif max 500 000 personnes qui adhèrent, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui ne serait pas émergent, parce que le but c'est quand même de faire émerger des nouvelles têtes, des nouvelles vocations, des nouvelles idées, quelqu'un qui ne serait pas émergent, qui aurait 20, 30 000 soutiens, parmi ceux qu'on a cités tout à l'heure, ou d'autres, un député, un local, de s'emparer de cet outil et de faire peser la balance dans son camp, simplement par le fait qu'il est moins anonyme que les autres candidats. Comment vous pensez y parer à ça? C'est bien pour ça qu'il y a un quorum, qu'on a mis un quorum à 100 000 citoyens. C'est parce que, effectivement, à partir du moment où vous faites cette phase de présélection, qu'on a expliqué tout à l'heure, le seul moyen de la biaiser, c'est que la moitié des participants soient acquis à votre cause. D'accord ? Et donc ça, si à partir de 100 000 participants, le risque, c'est-à-dire que si vous avez 50 000 personnes qui vous suivent, vous envoyez un email, vous dites à tous, allez, venez, inscrivez-vous, et comme ça va faire peser la balance de mon côté. Bon, sur 50 000, enfin tous ceux qui font de l'emailing ou qui envoient des trucs, on sait qu'il n'y aura jamais 50 000 qui vont venir, et au mieux vous aurez 5 000, 10 000, mais ça ne permettra pas de faire, étant donné qu'il y a cette distribution aléatoire, ça ne permettra pas de faire pencher la balance en votre côté. C'est mieux que si vous avez 0, mais ce ne sera pas un facteur déterminant. Vous n'arriverez pas à hacker la totalité de vos... C'est pas mon but, hein. Et il y a une autre donnée, la notoriété est effectivement une donnée, mais ce n'est pas forcément un avantage. Si dans le pool de candidats que vous recevez, vous avez un politique connu, c'est pas sûr qu'il emporte l'adhésion à côté de personnes un peu moins connues. Ça peut même jouer en sa défaveur. Donc la notoriété est une donnée, mais c'est pas nécessairement une garantie de vote favorable. Oui, alors sauf si la notoriété en question vient avec 30, 40, 50 000 soutiens, en admettant que vous en ayez 100 000, on arrive à 150 000, on arrive à un tiers. Mathématiquement, il a les chances de faire vraiment pencher la balance. Je parle bien de quelqu'un qui existerait, qui aurait déjà ce nombre de soutiens-là. Après, il y a aussi des heuristiques, c'est-à-dire que si tout d'un coup on est flonné de nouveaux inscrits qui arrivent, il y a un énorme pic, etc., il est clair qu'on va le voir, qu'on va le voir et qu'on va aller investiguer. Donc, d'où vient ce pic massif d'inscription? C'est-à-dire que dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ne soit pas au courant qu'il y a quelque chose. Donc, il y a ce forum pour permettre justement d'éviter le déséquilibre de la plateforme. Mais en plus, il est clair que nous, on regarde aussi les inscriptions. Et si un jour on se lève un matin et il y a un pic d'inscription comme ça, on va se dire, bon, il y a un truc chelou là, il faut qu'on regarde. Et juste un détail, c'est qu'on ne fait pas l'élection. Donc ça veut dire que les personnes se donneraient énormément de mal pour émerger une primaire organisée par une association non officielle, etc. Donc il doit quand même mettre pas mal de moyens financiers et humains pour sortir de ça. Mais si c'est truqué, il n'aura pas de vote derrière. Donc, on peut imaginer justement que sur les trois grands partis entre guillemets qu'il y a après, il y en a un qui se dise ça j'aime pas trop voir les citoyens arriver, on peut envie d'avoir le même système qu'en Espagne, et on peut éclore tout le monde. Ce qui peut arriver, c'est qu'ils envoient un sous-marin sur la plateforme. Mais nous, on croit assez au bon sens des gens. Est-ce que ça va le faire?
Ouais, moi je suis un parti, si je veux vous emmerder, ce que je fais, c'est je dis voilà, toi tu vas y aller, t'es inconnu, tu vas y aller, on va te donner tes 500 soutiens, et après tu me fous le bordel, mais comme on n'a jamais vu, quoi. Tu me mets une tawa, dès que vous allez me rencontrer, tu fais un scandale, enfin, et c'est pour ça qu'on est obligé aussi d'avoir des mesures pour comment exclure un candidat, des choses comme ça. Je ne crois pas au parti qui nous enverrait sa base de militants sur la plateforme. Et quand bien même il ferait ça, je ne suis pas certain qu'il soit capable de mobiliser assez pour déséquilibrer le processus. Et si jamais ça arrive? Si jamais ça arrive, justement, nous, on détecte, et deux, si ça arrive, après, nous, derrière, on fait les calculs, les simulations. C'est ce que on disait à un moment sur les simulations statistiques. On voit si ça biaise le vote ou pas. C'est-à-dire que, après... je vais reformuler la question. On regarde les résultats des dernières élections. Si jamais vous êtes amené dans cette idée de faire émerger des nouvelles figures, si jamais vous faites apparaître le pire du pire. Ouais. Bah, si on fait apparaître un monstre, non, mais... Vous aurez été... on aura... C'est ce que disait David... qui aura permis la naissance d'un futur dictateur. Tout à fait. Alors, on ne fait pas l'élection. C'est-à-dire que si on a la primaire à plus d'un monstre... Dans l'émergence d'un futur on aurait essayé de créer un nouveau process qui aurait échoué et on le tweetera mieux la prochaine fois. Non, mais après, on se console et on endort la nuit, tout simplement parce qu'on se dit, bon, si c'est un monstre, bon, et à l'élection, il passera pas, quoi. Ou alors, s'il passe, c'est que les Français le votent. Allez, bon, dernière question, parce que là, bientôt, on va être bloqué et avec l'alarme. Donc, madame qui voulait poser une question. Je vais demander également la parole. Ouais, deux questions. Ok. Oui. Alors, oui, juste très rapidement, si vous avez l'esprit start-up, si vous faites du pilotage par les risques, et du coup, quel est votre plus gros risque aujourd'hui? Vous avez répondu à pas mal de questions, et enfin déjà pas mal de risques identifiés. Je pense que vous avez raison de faire confiance à la communauté, elle va se débrouiller. Et aussi, peut-être, c'est juste une question, tardez peut-être pas trop à solliciter la communauté sur le discours qu'il faut tenir par rapport à la première .org. Il risque d'y avoir une sorte de diffusion sémantique autour du terme, autour de dire, vous insistez vraiment sur le fait que c'est un outil. Peut-être que d'autres auront une force de frappe plus forte dans la communication pour dénaturer le fait que c'est un outil et transformer cet outil dans l'image, en tout cas, en partie politique. Donc vous me conseillez de marteler plus que c'est encore plus fort que c'est un outil, c'est ça que vous dites? Non, pour moi c'est clair, je pense que pour tout le monde c'est assez clair que c'est un outil, mais par contre peut-être de guider un petit peu plus le discours que les gens qui sont prêts à s'investir en fait pour la primaire, et guider. Ouais, D'accord. Juste comme question complémentaire, vous faites émerger plusieurs candidats, vous les laissez faire leur campagne quelque part, à la fin il y a un vote, et vous avez 100 000 adhérents qui ont voté. Qu'est-ce qui vous différencie à la fin d'un super IFOP plus efficace qu'IFOP, parce que vous aurez un échantillon hyper représentatif de la société? Qu'est-ce qui va quelque part, enfin, vous représentez un super outil pour les grands partis qui vont pouvoir réajuster bien en disant, bah tiens, les 100 000 mecs là, ils voulaient ça finalement. Alors, est-ce qu'on est super représentatif? Ça, c'est pas sûr, parce qu'on choisit pas on crée pas l'échantillon, hein, on sait pas exactement qui il y aura. Après, les partis pourront pas, enfin, on va pas donner notre base aux partis, donc ils pourront, après, ils pourront tirer parti des sondages qu'on ferait, c'est ça? En communiquant sur les débats avoir plusieurs candidats qui débattent entre eux, les candidats vont débattre entre eux, il y en a un qui va gagner, ça représente une image riche d'enseignement pour les grands partis qui vont pouvoir récupérer les idées et qui sont super armés pour les enrober, les emballer comme il faut pour derrière les récupérer. Si les gens veulent voter pour les partis, ils le fassent. Si
Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, les partis sont sur du clientélisme. Pour schématiser, à gauche, on touche pas les profs, à droite, on touche pas les médecins. Enfin, c'est volontairement une caricature. Mais voilà, si subitement un candidat à la présidentielle ajoute dans son programme les 3-4 idées de ce candidat qui est sorti de la primaire, ça passe pas inaperçu. Voilà. Mais encore une fois, tout dépend du nombre de citoyens inscrits sur la plateforme, tout dépend de la force qu'a cette primaire en fait. Et ça, nous, on ne peut rien faire, c'est vous qui pouvez le faire. Merci beaucoup d'être...